Bonjour à toutes et tous. Donc, je vois qu'actuellement, nous sommes, il y a 46 participants. Donc, déjà, toutes nos excuses pour le retard de réunion. On a rencontré quelques problèmes techniques. Donc, ce format de réunion est en format webinaire. Donc, pour les non-intervenants, c'est normal si vous ne pouvez pas activer votre micro et votre caméra. Pour interagir en questions-réponses, vous pouvez écrire dans la conversation de la réunion. Ça nous permettra de recenser vos questions tout au long de ce webinaire et de pouvoir terminer par un temps de questions-réponses avec les intervenants pertinents pour vous répondre. Je vous propose de débuter donc avec un webinaire qui va s'articuler en 3 parties. Donc, une première partie pour comprendre ce qu'est le dispositif VAE, ses intérêts, ses modalités et les évolutions en cours, parce qu'il y a une réforme VAE qui est actuellement en cours. Ensuite, dans la deuxième partie, on présentera plus en détail le projet régional en région PACA qui est porté par la DRET de pouvoir accompagner les employeurs adultes relais et PEC à la professionnalisation de leurs salariés via l'utilisation du dispositif VAE. Et ensuite, dans une dernière partie, on vous présentera plus en détail l'outil du DLA qui vous permettra de vous professionnaliser sur le sujet. Pour débuter, on va faire un petit tour de table, une présentation des parties prenantes de ce projet. Pour débuter, je laisse la parole à Monsieur Bonnard de la DRET Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour à tous, donc Bertrand Bonnard de la DRETS PACA. Je suis responsable dans un service qui s'occupe de l'accompagnement de l'emploi, des compétences et de l'accompagnement des mutations économiques. Et donc effectivement, à ce titre, on met en place des politiques et des dispositifs qui portent sur l'accès à l'emploi des publics les plus éloignés de l'emploi et l'accompagnement des mutations économiques pour les actifs. Je vais peut-être présenter Madame Perrault, qui n'a pas encore réussi à se connecter. Oui. Donc voilà, sur le projet, on est partie prenante, on est 2 services de l'adresse. Donc il y a également Madame Sabira Perrault, qui elle est dans le service économique de l'État en région, qui est donc un service qui accompagne certaines filières prioritaires euh, en région pour l'État, dont le secteur de l'économie sociale et solidaire, dont Madame Perrault est la correspondante. Merci Bertrand. Ensuite, je passe la parole du coup aux 2 personnes du CRPV. Oui, bonjour à toutes et tous. Mustapha Berra, directeur de Cité Ressources. Le centre de ressources est un des 20 centres de ressources nationaux qui vient. L'objectif des centres de ressources, c'est de venir en appui de l'ensemble des acteurs de la politique de la ville sur la région PACA pour ce qui nous concerne. Donc, c'est tous les acteurs et ça va de l'élu, d'une collectivité à l'adulte relais, dont on parle aujourd'hui. Il nous semble important de dire qu'on est dans une période assez importante de renouvellement des contrats de ville de cette année, de 2024 à 2030, avec des enjeux importants. Alors, en termes de géographie prioritaire, elle a été redessinée à partir du 1er janvier 2024. Change pas forcément beaucoup la donne sur notre région, si ce n'est quelques territoires nouveaux qui sont issus aussi pour grande partie de redécoupage de très très grands territoires comme le centre-ville de Marseille. Donc on a 135 QPV, quartiers prioritaires politiques de la ville, qui rassemblent sur notre région à peu près 10% de la population. Voilà très, très sommairement la présentation du centre de ressources et je vais passer la parole à ma collègue Claudine Bouvagnier. Bonjour à tous, donc Levine Bouvagnier, chargée de mission à Cité Ressources, donc sur les sujets, on va dire, de l'emploi. Et Cité Ressources, depuis juin 2022, donc, porte le dispositif des adultes relais. Donc, il faut savoir que c'est un dispositif donc, national et nous, c'est le plan de professionnalisation des médiateurs adultes relais. Et on propose donc, des journées d'échange de pratiques à l'attention des adultes relais et on communique avec les employeurs, bien évidemment, pour des entretiens individuels et des visios à thème. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes associés à cette visio.
Donc, merci beaucoup et puis bonne visio à tous. Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Long de l'AFPA. Bonjour, donc Valérie Long, je suis en charge de la VAE en tant que responsable de projet pour la région PACA, pour l'AFPA. Je porte également donc la mise en place de la réforme pour l'AFPA de France VAE. On vous en parlera plus précisément. À ce titre, nous sommes identifiés comme architectes accompagnateurs de parcours et nous aurons aujourd'hui l'intervention de Noureddine Abidi, qui est responsable de projet national, mais qui se présentera plutôt dans ses missions nationales de service public, parce qu'il travaille directement avec les services de l'État dans le cadre de cette réforme. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole, parce que M. Abidi interviendra tout à l'heure plus en détail. Donc, je passe la parole ensuite à Madame Camille Yeri-Allais pour la CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour, moi je suis Sandra Camille Yeri-Allais, je dirige le cabinet du président de la Chambre. Alors c'est quoi la CRES? Donc c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Beaucoup d'entre nous connaissent bien sûr la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat. Eh bien, les chambres régionales de l'ESS sont assez récentes leur reconnaissance officielle date de la loi Hamon du 31 juillet 2014 qui leur définissent un certain nombre de missions. Les missions, elles sont au nombre de 5, des missions régaliennes. Donc, 1, c'est représenter les intérêts des acteurs de l'économie sociale et solidaire auprès des pouvoirs publics. Donc, ça se traduit, et c'est particulièrement un petit peu ma fonction auprès du président pour aller rencontrer, interpeller les politiques, aller porter le plaidoyer, l'influence auprès des institutions également, et de toutes les coopérations et les collaborations qui peuvent se faire. Il s'agit ensuite donc la deuxième mission définie par la loi, c'est soutenir la création, le développement et le maintien des entreprises de l'économie sociale et solidaire, donc par l'appui de dispositifs portés par, bien entendu, des financements d'État, mais aussi de partenariats avec le conseil régional, pour ce qui nous concerne. Ensuite, on doit encourager la formation des dirigeants et des salariés de l'ESS. On analyse et on met à disposition les données économiques et sociales relatives à l'économie sociale et solidaire à l'aide d'un observatoire qu'on a créé et qu'on partage maintenant avec notre Chambre nationale ESS France. Et puis, bien entendu, on essaie au mieux d'informer les entreprises de la dimension européenne de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc accompagner, animer, promouvoir et informer, je dirais que c'est les principales missions que nous devons de porter auprès des acteurs, sachant que le président a souvent l'habitude de dire que la Chambre régionale de l'ESS, c'est aussi et surtout la maison de tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Merci à toutes et tous. On va pouvoir attaquer le vif du sujet avec la première partie de ce webinaire, donc de présentation du dispositif VAE et de sa réforme actuelle. Monsieur Abidi, je vous laisse la parole sur ce volet. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ravi en tout cas de participer à cette réunion d'information sur la VE, sur la nouvelle mouture de ce qu'est la validation des acquis de l'expérience. Moi, je suis responsable projet VE à la direction de l'ingénierie de l'AFPA, qui est l'EPIC en fait de la structure EPIC en fait de l'AFPA, qui est le bureau d'études du ministère du Travail, en l'occurrence la DGFP. Et je travaille notamment pour équiper, j'allais dire, les dispositifs de VAE qui sont commandés à l'AFPA pour mener des politiques en matière de VAE. On a eu quelques expériences d'envergure et on en a encore actuellement, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler du parcours de la VAE 10 000 PEC, c'était 10 000 VAE pour les PEC, parcours emploi compétences. On a eu un programme qui s'appelait 10 000 VAE pour les demandeurs d'emploi de longue durée, et puis un certain nombre de dispositifs donc, qui sont commandés par l'État à son EPIC pour faciliter le retour à l'emploi, le maintien dans l'emploi des candidats VAE. Et
Et j'appuie notamment la DGEFP sur une expertise technique, sur le métier, quant à la transformation, dans le cadre de la réforme de la VE, à la transformation des organisations, mais aussi des outils pour accompagner, en particulier sur les titres professionnels, mais aussi sur un certain de documents qui sont transverses, j'allais dire, au nouveau dispositif de VE. Mais j'aurai l'occasion d'en parler. Puisque du coup, on parle de réforme de la VE. La VE, elle a bien 22 ans maintenant, donc elle est jeune, mais voilà, elle a 22 ans. Et on a fêté son 20e année il y a 2 ans, et à l'occasion de cet anniversaire-là, il y a eu un tas de rapports qui ont été établis pour se poser la question de la pertinence de la VE et ce qu'elle donnait en termes d'impact de résultats. Puis on s'est aperçu qu'en fait, il y a eu beaucoup de rapports, que ce soit de la DARES, de l'IGAS, et puis d'autres acteurs de la VE, qui trouvaient que la VE s'essoufflait et que, à tort, puisque c'était un dispositif qui était énormément apprécié, que ce soit par les principaux concernés, les personnes, les usagers, j'allais dire, de la VE, ou les acteurs de la VE. Et il y a eu donc un bouleversement, pardon, de la VE. Mais juste, je rappelle, hein, l'idée de la VE, c'est... à l'époque où on a évoqué, quand ça s'est instauré, la seule possibilité, hein, je dis ça de façon extrême, mais la seule possibilité d'avoir un diplôme, c'était par la voie de la formation. En 2002, le législateur instaure une nouvelle loi et qui crée une nouvelle voie d'accès, et notamment pour les gens de l'expérience, et qui finalement indique que les gens de l'expérience développent aussi de la compétence et qu'elle peut prétendre aussi à de la certification professionnelle. Donc, on vient de déconnecter finalement le diplôme de la partie formation, et elle devient finalement un espèce de repère, un repère, et quelles que soient les voies d'accès, puisqu'on vient de créer une nouvelle voie d'accès pour les gens de l'expérience. Ça c'était en 2002, et puis en 2002 et en 2022, une loi est arrivée en décembre avec ses décrets d'application qui sont tout récents, ils ont à peine 2 mois, hein, et qui sont en cours en fait de mise en œuvre, puisqu'il y a des arrêtés qui vont arriver. Mais ce que vise en tout cas la réforme de la VE, c'est de simplifier pour les usagers l'entrée dans le parcours de VE, et en fait toute la démarche et le parcours de validation des acquis de l'expérience. L'idée, c'est que, tirant enseignement des points irritants des différents dispositifs précédents, l'idée en fait c'était de lever ces freins et de faciliter aux gens de l'expérience d'aller chercher en fait une reconnaissance. Et il y a eu vraiment des gros bouleversements, on va l'évoquer tout à l'heure, mais du coup la VE, l'idée c'est d'avoir une expérience en lien avec la certification professionnelle qui est visée. On verra tout à l'heure qu'il y a la possibilité d'accéder à une certification dite complète, que ce soit le diplôme, le titre professionnel ou les certificats de qualification de branche, les études professionnelles, les certificats de branche, mais aussi sur des logiques de blocs de compétences. C'est aussi une nouveauté. Précédemment, en tout cas pour les titres professionnels, l'accès à la VE était sur le diplôme et sur le titre dans son intégralité. Et aujourd'hui, on peut imaginer des parcours par capitalisation de blocs de compétences. Ça, c'est une nouveauté. Donc, il faut que la certification qui est visée soit inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Et puis, l'avènement aussi par rapport à la réforme de l'AE, c'est la création d'un nouveau service public, et qui se matérialise finalement par un portail, et que vous aurez l'occasion de voir. Il suffit de taper France VE, et donc ça sera le nouveau et l'unique portail d'accès à la VE. Alors les choses vont aller comment dire, de façon progressive, surtout 2024. Aujourd'hui, il y a à peu près 230 certifications qui sont embarquées par France VE, des métiers du soin, du sanitaire et social, des métiers de l'industrie et des métiers de la grande distribution, des métiers du sport. Et puis, au fil de l'année 2024, France VE intégrera d'autres certifications. Et l'idée, c'est qu'au 1er janvier 2025, toutes les certifications du RNCP seront portées par France VE, et la seule possibilité de candidater dans le cadre d'une démarche de VE se fera uniquement et exclusivement
via le portail pour des raisons de traçabilité, de suivi, etc. Et pour donner notamment accès à ce droit universel aux personnes de la VE. Et on peut passer à la diapo suivante, si vous voulez bien. Alors, l'idée, en fait, c'est de vous donner notre retour d'expérience et pourquoi, en fait, les employeurs nous ont contactés ou en tout cas sont intéressés par une démarche VE quand on travaille avec eux. On a beaucoup excusez-moi, voilà. Dans une démarche de VE, c'est toujours une démarche où finalement, on va mettre à l'épreuve finalement les compétences qu'on a acquises par l'expérience. Et l'idée, en fait, c'est de voir si elles conviennent, elles correspondent au référentiel qu'est le portrait robot du diplôme. Souvent, en fait, les entreprises, quand elles mettent cette démarche dans leur structure, c'est notamment pour développer l'employabilité des salariés. Une démarche de VE n'est jamais, en fait, une démarche, j'allais dire, une démarche adéquationniste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des compétences et puis est égal à un diplôme. C'est toujours une expérience et singulière et que cette singularité-là, elle est confrontée à un référentiel et que ça met en position le candidat de réfléchir, d'analyser, de s'adapter, d'analyser et de formaliser ces expériences. En fait, on est dans une démarche finalement de développement des compétences. Quand on pense l'expérience, quand on pense la pratique, et il y a l'idée de l'inventaire, mais quand l'inventaire est confronté à un cadre qui est le portrait robot, alors il y a une confrontation. Qui dit confrontation, il y a besoin en fait d'aller chercher ce qu'on sait faire de façon claire et ce qu'on ne sait pas faire, les points de fragilité, et de voir les solutions en fait qui peuvent amener à combler notamment les points de fragilité, les lacunes. Et c'est en ça que c'est intéressant de parler de développement de l'employabilité. Ensuite, d'accroître le niveau de qualification. Dès lors qu'on a obtenu des certifications, c'est vrai que du coup, ça met en visibilité finalement les compétences qu'il y a dans une entreprise, de mieux repérer les compétences des salariés dans le cadre de la politique GPEC. On a travaillé avec des grandes structures qui ont, dans le cadre de cette démarche-là, repéré aussi des talents, des gens qui ont fait des parcours très intéressants, qui étaient des parcours de validation, mais qui étaient des espèces de paliers pour rebondir dans le cadre de transition professionnelle ou de mobilité en interne, etc. Favoriser la transmission des savoirs et des savoir-faire. Et c'est vrai que la démarche de VE, c'est aussi, on évoquait tout à l'heure, c'est de penser finalement sa pratique, mais quand on la pense et quand on la formalise, quand on la structure, mais c'est aussi une compétence pour ensuite notamment la transmettre. Et rationaliser les coûts de formation. Comprenez bien que dès lors qu'on a des acquis, c'est tout ça qui n'est pas nécessaire à faire par le voie de la formation. Et l'idée, c'est d'adapter finalement une formation à la maille des besoins du candidat. Ensuite, on a eu beaucoup de démarches des entreprises qui ont fait ces démarches avec nous pour valoriser les collaborateurs. Et c'est vrai que ça, c'est un acte, un des plus importants aussi, c'est de motiver les salariés par la reconnaissance de leur savoir-faire. Le fait d'accompagner, de faciliter en tout cas cette démarche-là, notamment quand c'est des démarches collectives, les employeurs en fait ont une forme je vais dire, c'est un investissement, mais il y a un retour sur investissement quand les choses sont plutôt bien faites, les gens sont vraiment satisfaits de ce qu'ils ont fait et ça ouvre quelques appétits en termes de positionnement, de développement des compétences, etc. Les inciter à devenir acteurs de leur parcours professionnel, et ça je fais référence à ce que je disais tout à l'heure, dès lors qu'on réfléchit son savoir-faire, ça met les personnes en position d'être acteurs, de renforcer leurs possibilités d'évolution. Fidéliser les meilleurs éléments de vos équipes et détecter les talents, on l'a évoqué tout à l'heure. Et puis, il y a aussi la possibilité de répondre à des enjeux de communication à l'interne, respecter les engagements en matière de responsabilité sociale en développant l'employabilité des salariés les moins qualifiés. On a beaucoup de structures qui font avec des salariés qui font fonction d'eux. Eh ben, pourquoi pas, c'est super intéressant, mais dès lors que c'est accompagné, notamment par la VE, et le fait de faire reconnaître cette expérience professionnelle de personnes qui ont fait fonction d'eux, qui ont développé des compétences, c'est une façon en fait de participer à la responsabilité sociale. Puis à l'externe, c'est de développer l'image de professionnalisme de l'entreprise. Et quand on regarde le slide suivant, là, on est plutôt centré sur le salarié.
Bon, une des raisons en fait d'une démarche de VE pour les salariés, il y a une question de sécurisation des parcours. Je sais faire quelque chose, enfin, j'ai un certain nombre de compétences. Pour autant, cette compétence-là, hormis le CV ou l'attestation de travail ou le certificat de travail, il y a que ça qui le dit en quelque sorte, alors que le diplôme vient dire autre chose. Il vient dire en fait que la personne est compétente sur tel référentiel et qu'elle a été évaluée et que l'institution indique que cette personne-là a ce niveau de compétence. Et ça, c'est très important en termes de sécurisation des parcours, quel que soit le type de transition professionnelle qui est envisagée, reconversion, insertion, maintien dans l'emploi, etc. Le fait de dire je suis compétent et de montrer, on est sur une culture française où le diplôme est important, et donc il participe aussi à faciliter les mobilités professionnelles. C'est aussi une étape d'un parcours de progression personnelle et professionnelle. J'évoquais tout à l'heure l'appétit des gens qui font des démarches de VE et qui réussissent, mais un impact, on le voit tout à l'heure sur les enjeux personnels, mais un des impacts, c'est que ça ouvre l'appétit. Dès lors qu'on a remué, on a rebattu les cartes en quelque sorte, et ben du coup, j'ai fait ce travail, on va dire, de mise en valeur de ce que je sais faire. Et en fait, ça ouvre des perspectives. Ça ouvre des perspectives en termes de développement de compétences, de formation, d'évolution, etc. Enfin, on a vu aussi beaucoup de gens prendre la fonction de tuteur. On a vu, enfin, voilà. Et en ce sens, c'est très intéressant de voir les transformations que ça peut provoquer chez les personnes qui ont fait aboutir ces démarches-là. Donc, adaptation au contexte professionnel, ouverture plus large des champs des possibilités professionnelles, des mobilités internes et externes, et en cas de reconversion ou de recherche d'un nouvel emploi. Là aussi, hein, dans l'idée, on parle de formation tout au long de la vie, mais on peut aujourd'hui parler finalement de reconnaissance tout au long de la vie. On sait que les gens ne vont pas rester sur un métier de façon sur des durées très longues. On sait qu'on a des cycles professionnels. Et que l'idée de la validation des acquis de l'expérience, c'est aussi de faire valoir et de faire une lecture des compétences acquises tout au long de la vie, de les faire reconnaître, et que ce ne soit pas forcément une démarche, j'allais dire, sur one shot, mais qu'elle puisse participer qu'elle participe de façon normale, finalement, à la mise en visibilité des compétences des individus. Et ce droit universel qui a été créé, c'est en ce sens-là, dès lors qu'on a de la compétence, l'idée, qu'on soit salarié, demandeur d'emploi ou dans d'autres situations, l'idée, c'est de les faire reconnaître et de constituer finalement son portefeuille de compétences ou son portefeuille de diplômes pour les utiliser à bon escient dans une logique notamment de parcours professionnel ou d'évolution professionnelle. Donc les enjeux personnels, c'est la reconnaissance de soi, le sentiment de fierté et de satisfaction. 99,9% des gens qui ont fait aboutir leur démarche de VE, que ce soit en termes de résultats positifs, réussite totale ou même en réussite partielle, le premier impact, hein, c'est d'abord sur soi. Enfin, ça augmente de façon considérable l'estime. Et je pense que finalement, les gens se sentent plus légitimes probablement d'exercer leur métier, même si précédemment, ils le faisaient probablement très bien. Mais là, il y a quelque chose qui vient les légitimer et on gagne beaucoup en confiance. Et vous imaginez, dès lors qu'on a gagné en confiance, ça donne quelques autres possibilités. Et la reconnaissance de ces compétences par l'entreprise et par une structure extérieure qui est un gage de confiance, parce qu'effectivement, la reconnaissance, il y a celle de l'entreprise, mais il y a aussi, en l'occurrence, du certificateur qui dit mais je reconnais les compétences de cet individu-là et je lui remets le titre. C'est une reconnaissance plus de l'État, en quelque sorte, qui dit à l'individu, en remettant le diplôme et la certification professionnelle, on te trouve légitime dans l'exercice du métier que tu fais. Et ça, c'est un message très important. Et si on passe à la slide suivante, du coup, donc là, depuis, alors j'allais dire depuis le 1er janvier, depuis le 1er janvier 2024, il y a l'instauration du nouveau service public de la VE. Alors, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, hein. Il faut
le service public de la VE, c'est lorsqu'il y aura la création du GIP. Il y a des textes dans le décret, donc il est mentionné le GIP, et les textes qui vont fonder le GIP va arriver bientôt dans le cadre d'arrêtés, etc. Donc 2024, c'est encore l'année de la transformation pour aboutir à une nouvelle VE complètement réformée au 1er janvier 2025. Mais on est déjà en cours. Il y a des choses qui se passent, notamment pour les 230 titres que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais donc, il y a l'instauration de France VE qui était une start-up d'État qui devient le GIP et qui devient l'espace unique pour se renseigner, être accompagné et effectuer toutes les démarches VE. Aujourd'hui, donc, on a 200 certifications dans 6 secteurs prioritaires: la santé, sanitaire et sociale, la grande distribution, la métallurgie et le sport, pardon. Et il y a tous les métiers dits support qui ne sont pas évidents là à identifier, mais par exemple, conseiller en insertion professionnelle, ça fait partie des métiers du sanitaire et social, secrétaire médical fait. Donc, je vous invite à aller regarder la liste des diplômes qui sont accessibles par France VE, dans France VE, et est adressé du coup à tous les publics, sauf pour le moment pour les fonctionnaires, ça va arriver bientôt. Donc, le portail France VE va faire l'objet d'une mise en œuvre progressive, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, pour développer notamment les fonctionnalités pour qu'il devienne une interface de communication entre les candidats VE, entre les certificateurs et, on l'évoquera tout à l'heure, les architectes accompagnateurs de parcours qui sont un des acteurs majeurs, j'allais dire, dans le parcours du candidat VE. Donc, on a, si vous voulez, un espace dédié et qui va mettre en communication tous ces grands acteurs liés à la VE. On en distingue donc 3, je les rappelle: AAP, candidat et certificateur. Ensuite, on a évoqué l'architecte accompagnateur de parcours. Aujourd'hui, c'est un vocabulaire qui est utilisé. Il semble que, d'après mes informations, il y a un arrêté qui va fixer ce qu'est un architecte accompagnateur de parcours. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, dans le cadre de France VE en avant-phase, donc l'acteur qui intervient sur les 200 certifications qui interviennent, pour être architecte accompagnateur de parcours, il faut avoir une certification qualité de type Calliope ou Certimétal pour ce qui concerne les CQP. Ensuite, on demande un référencement, donc l'architecte accompagnateur de parcours. Je rappelle que ce n'est pas forcément l'individu, les architectes accompagnateurs de parcours, c'est plutôt la structure. Aujourd'hui, par exemple, l'AFPA, région PACA, est architecte accompagnateur de parcours, et à l'intérieur, il y a des architectes qui accompagnent les candidats. Et donc, il y a 3 types d'architectes accompagnateurs de parcours. Il y a ce qu'on appelle les généralistes, les experts de filière ou les experts certification de branche. Les généralistes, c'est ceux qui sont plutôt les antennes d'info conseil en VE, qui sont plutôt des conseillers en évolution professionnelle, qui interviennent plutôt sur ce registre-là et qui accueillent finalement tous les publics. Ensuite, les experts de filière, puisque du coup, j'évoquais tout à l'heure 4 filières, ils peuvent demander d'être référencés sur 1, 2, voire 3, voire 4, voire ultérieurement davantage de filières. Mais il y a même la possibilité aujourd'hui de choisir d'être référencé sur des filières et par niveau de diplôme, par exemple du niveau CAP BEP, donc du niveau 3 au niveau Bac+2 par exemple, niveau 5. Mais toutes ces informations-là, évidemment, les candidats ou les personnes intéressées peuvent le voir sur la plateforme de France VE. Dès lors qu'en fait on a candidaté sur une certification, et dès lors que vous êtes éligible, on vous propose des architectes accompagnateurs de parcours qui sont en conformité avec ce que je viens d'évoquer là, que ce soit en termes de référencement, de niveau, etc. Et puis, il y a les AAP experts certification de branche. Ça, c'est plutôt pour accompagner les certifications, comme son nom l'indique, de branche. Donc, le rôle de l'AAP, c'est, alors, dans le cadre de la réforme de VAE, l'accompagnement est devenu très renforcé. C'est-à-dire qu'il démarre au moment où il y a l'accueil du candidat.
dès sa prise d'information, en quelque sorte, on accueille le candidat et il n'est plus lâché de bout en bout jusqu'à la certification. Mais au-delà de la certification, s'il est en échec ou en réussite partielle, l'architecte d'accompagnateur de parcours va suivre le candidat. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui va pouvoir positionner le candidat en fonction du besoin de certification du candidat. Le positionner, ça veut dire il a des outils et puis il a de la technique pour tenter d'évaluer la faisabilité du projet de certification et puis la cible qui est la plus cohérente par rapport à l'expérience du candidat. Donc, ça veut dire, est-ce que c'est le diplôme, c'est celui-là qu'il faut viser ou plutôt celui-là, ou c'est une partie du diplôme. Et s'il y a des fragilités, c'est de monter un parcours de développement des compétences qui peut se traduire par des actes formatifs, puisque dans le cadre de France VE, on a la possibilité de prescrire 70 heures d'actes formatifs. C'est un volume suffisant pour consolider, j'allais dire, les compétences, mais c'est pas fait pour développer les compétences au sens du bloc de compétences qui manquerait, où là, il y a un itinéraire dédié, c'est la formation. Là, c'est vraiment l'idée de consolider, de sécuriser, j'allais dire, la réussite à la session d'examen, en sécurisant, j'allais dire, le niveau de compétences requis pour le passage devant le jury. Et vous voyez que l'architecte de parcours va construire avec le candidat donc le parcours, va construire le parcours de développement de compétences, et puis surtout, il va le suivre tout au long de son parcours jusqu'à le passage devant le jury. Et éventuellement, si ça n'aboutit pas complètement, il suit le candidat ultérieurement en proposant en fait un entretien post-validation. Et les architectes accompagnateurs de parcours peuvent aussi être les accompagnateurs, mais accompagnateurs au sens traditionnel. Vous savez, pour se présenter à un jury d'examen, en fonction du certificateur, il faut réunir un certain nombre de conditions, par exemple le livret 2, le dossier d'expérience ou le dossier professionnel pour les titres professionnels et s'approprier les référentiels, etc. Il y a tout un travail qui est nécessaire et les accompagnateurs de la VAE, qu'on connaît sous ce vocable-là habituellement, vont accompagner les candidats, notamment pour produire le dossier d'expérience, préparer le candidat à l'entretien, inscrire le candidat à la session d'examen, etc., etc. Et suivre le candidat, comme j'évoquais tout à l'heure. Donc, en fait, on a l'accompagnateur et de l'autre côté, on a celui qui fait du diagnostic, du positionnement, de la construction de parcours. Vous voyez, on est dans une logique de parcours. Et ça, c'est aussi un des vocabulaires qu'on retrouve dans les décrets, c'est qu'on est dans une logique de parcours. C'est-à-dire, voilà, qu'on est dans une logique finalement de suivi du candidat tout au long de sa démarche. On sort du schéma précédent où on était, on fait une tentative pour vérifier si on peut avoir ou pas le diplôme. Ensuite, là, on a le parcours du candidat. Ça reprend un petit peu les actes métiers, mais disons que là, on a un parcours candidat. Il y a bien un entretien posé, donc il se connecte à France VAE. Il choisit sa certification. Dès lors qu'il est éligible, il va choisir son architecte accompagnateur en fonction du territoire. Il y a un certain nombre d'architectes accompagnateurs qui vont lui être proposés. C'est lui qui fait le choix. Et donc, on a des délais très restreints, hein, puisque on doit accuser réception à 48 heures de la candidature, proposer un rendez-vous au candidat 8 jours après sa candidature, et lui proposer un rendez-vous de positionnement très, très rapide. Donc, pour étudier la faisabilité du projet, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, construction de parcours, diagnostic, etc. Et puis ensuite, il y a tout le parcours d'accompagnement méthodologique et d'aide à la production du dossier d'expérience, se préparer à l'entretien devant le jury. Là aussi, c'est assez intéressant, puisqu'on parlait tout à l'heure d'accompagnement renforcé. On a quelque chose comme 50 heures d'accompagnement, 70 heures, excusez-moi, 50 heures, voilà, en termes d'accompagnement, avec 30 heures en individuel et 20 heures en collectif. Ou plutôt l'inverse, je suis désolé, j'ai une confusion, mais on a quand même un volume, une dotation qui peut être variable. Il y a des candidats qui vont avoir besoin de moins de temps. Mais voilà, on a un temps en collectif et en individuel qui peut aller jusqu'à 50 heures quand on cumule les deux, qui est vraiment un accompagnement renforcé pour aller sécuriser, j'allais dire, la production notamment de ces documents-là, et puis et de prendre le temps de la montée en compétences quand c'est nécessaire. Ensuite, il y a
passage devant le jury selon les conditions du certificateur. Donc là, il faudra respecter, j'allais dire, les conditions du certificateur. Et là aussi, dans le cadre de la réforme, il y a quelque chose qui a été fait et qui est assez, j'allais dire, ça bouleverse un peu l'écosystème du monde de la certification, c'est que le certificateur a un délai de traitement. Dès lors qu'il a reçu son dossier d'expérience, il a un délai de 3 mois pour proposer une date d'examen au candidat. L'idée, c'est de raccourcir les délais et que les parcours VAE ne durent plus 18 mois. Ce qui était la moyenne précédente sur les titres professionnels, on était sur un délai beaucoup plus court. Mais en gros, maintenant, un parcours complet devrait durer quelque chose entre 6 mois et 8 mois. Il faut absolument qu'en fait, cette démarche de VAE, c'est une photographie de la compétence des candidats. C'est pas un parcours qui doit durer très longtemps. Et du coup, il y avait un problème notamment sur l'organisation des sessions d'examen. Et aujourd'hui, le certificateur a pour impératif d'organiser des sessions d'examen. Et dans les décrets, donc, il est mentionné, l'engagement, c'est dès lors que le candidat a déposé son dossier, il doit passer ses épreuves dans les 3 mois qui suivent le dépôt du dossier. Et donc, à l'issue, et ça aussi, je trouve ça intéressant dans le cadre de la sécurisation des parcours, il y a possibilité de faire un entretien post-jury en cas de réussite partielle et suite de parcours ou d'échec. Mais c'est aussi intéressant parce que, je l'évoquais tout à l'heure, on va embarquer des gens pour de la validation totale, mais on va aussi embarquer des gens pour valider des blocs de compétences et les inscrire dans une logique de reconnaissance tout au long de la vie et de les retrouver ultérieurement. Et cette étape-là, elle est intéressante parce que ça permet de les réancrer à nouveau sur un projet de certification. Ensuite, on peut passer à la slide suivante. Ah bah non, mais je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Oui, Alors, du coup, on arrive à la fin de cette présentation et peut-être pour conclure, j'ai 2 questions dans le chat principal qui ressortent. Donc, je les pose maintenant parce que c'est vraiment en lien avec ce sujet spécifique. Il y en a 2. La première, elle concerne les AAP où la question est, qui revient est de savoir si pour postuler en tant qu'architecte accompagnateur de parcours, il y a l'obligation d'être déclaré comme un organisme de formation et être Calliope. Alors, Calliope, c'est obligatoire. Oui. C'est bien. Certimétal, ou il faut avoir une certification Certimétal ou Calliope. On va dire 95% des acteurs qui ont candidaté sont plutôt sont Calliope, quoi. Ouais. Très bien. Et la deuxième question, elle concerne plutôt les candidats à la VAE. La question est de savoir si avec la nouvelle réforme, la durée de l'expérience pour candidater à une VAE est-elle encore d'1 an? Ah, désolé, je ne l'ai même pas dit. Ça, c'est super important. Merci de cette question-là parce que ça me permet d'y revenir. Et là aussi, c'est une révolution. Vous savez que précédemment, il était nécessaire d'avoir 1607 heures et justifié pour prétendre, j'allais dire, à une demande de recevabilité. Et c'est plus le cas du tout, en fait. Il y a plus de mention du temps. En fait, ce qui va être l'acte, j'allais dire, de candidature, c'est l'entretien avec l'architecte de parcours. Là, l'idée, c'est plutôt à travers de la technique d'entretien, à travers des outils, des questionnaires, etc. On est en capacité de faire une lecture finalement des compétences du candidat et de voir dans quelle mesure un projet de certification il est faisable. Et ça peut avoir plus de valeur que finalement une attestation de travail qui dit de telle date à telle date, on a rempli cette fonction. Et le choix a été fait en ce sens-là. Il n'y a plus de conditions, j'allais dire, en termes de volume d'heures. Mais il y a plus cette indication-là. Bien sûr qu'il faut une expérience professionnelle en relation avec la certification qui est visée. Ça peut être plus d'1 an, évidemment, mais ça peut être en deçà. Mais ça peut être, puisque maintenant, on peut aller sur du bloc de compétences, on peut imaginer que finalement, l'année n'était pas légitime si elle était légitime pour un titre, elle ne l'est plus forcément pour un bloc. Mais en tout cas, voilà, c'est l'architecte accompagnateur de parcours en relation avec le candidat qui va travailler à travers un entretien, des outils, etc., à produire un avis et qui va le soumettre au certificateur. Et le certificateur, lui, il a un dossier qu'on appelle le dossier de faisabilité qui va être renseigné et qui sera soumis au certificateur pour prononcer la recevabilité. Et ça aussi, c'est une réforme très, très, très importante, effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Abidi, pour la présentation du dispositif et
de ces évolutions cette année. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Bonnard de la DRETS Provence-Alpes-Côte d'Azur qui va pouvoir nous expliquer le contexte régional, la jeunesse de l'expérimentation et ses enjeux. Monsieur Bonnard, c'est à vous. Merci. Oui, ouais. Je vais vous présenter rapidement le projet tel qu'il a été construit et tel qu'on souhaite le déployer en région. Donc peut-être une recontextualisation rapide. Donc effectivement, c'est un projet qui fait écho à la réforme de la VAE qui est en cours de déploiement. Donc Monsieur Abidi vient de la présenter, je ne vais pas revenir dessus, mais effectivement, elle a été mise en place par la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail. Et cette réforme de la VAE a deux objets principaux. Elle vise à simplifier le dispositif et également à massifier son utilisation. Je donne quand même quelques chiffres. En termes d'objectifs, le gouvernement a une ambition, c'est d'atteindre 100 000 bénéficiaires de la VAE par an d'ici la fin du quinquennat. Donc, c'est multiplié par 3 le nombre de bénéficiaires actuels par rapport aux chiffres actuels. Donc voilà, c'est une réforme importante qui repose sur 3 grands piliers, qui est la simplification des procédures, la sécurisation des parcours et la modernisation du dispositif. Donc effectivement, en région, on a voulu, avec un certain nombre de partenaires, donc on s'est présenté en début de webinaire, donc c'est bien un projet partenarial, pouvoir s'inscrire dans cette réforme et proposer un projet en région auprès des employeurs de l'ESS. Donc ce projet, il se situe à un double niveau. Un premier qui est un niveau un peu plus général, qui est en quelque sorte diffuser la bonne parole. Donc là, il s'agit vraiment effectivement de présenter la réforme en cours qui se déploie, les évolutions du dispositif auprès des employeurs de l'économie sociale et solidaire en région. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a aujourd'hui un webinaire régional et par la suite, on mettra en place également des informations sur les territoires où on essaiera d'aller au plus près des employeurs aussi en région pour présenter cette réforme et un petit peu poser ses objets, ses ambitions. Donc c'est vraiment le premier objectif, c'est vraiment promouvoir le dispositif de la VAE et vraiment le présenter comme un outil qui doit et qui peut faire partie des leviers à disposition d'un employeur pour développer et accompagner le parcours de leurs collaborateurs. Donc c'est vraiment un outil qui permet d'obtenir des certifications et un accès à la qualification pour des salariés. Monsieur Abidi l'a très bien dit, donc je ne vais pas revenir dessus, mais effectivement, c'est vraiment, c'est un outil qui peut être promu par l'entreprise auprès de ses salariés. Alors, en préparant mon intervention, hier, notre niveau national nous a relayé un article d'un blog que j'ai trouvé très intéressant, qui s'intitule France VAE, comment accompagner les collaborateurs dans la validation de leurs acquis. Alors, si je peux, après mon intervention, j'essaierai de vous mettre le lien de cet article dans le chat. Voilà. Ça donne un petit peu les cas de figure. Quel est l'intérêt pour un employeur d'accompagner ses salariés à la VAE? Quelle marge de manœuvre il a? Je vais pas le redire, mais je vous mettrai le lien vers l'article. En tout cas, dans cet article, et ça fait écho un petit peu au projet qu'on porte et qu'on va vous présenter, il y a les raisons pour lesquelles un employeur peut accompagner des salariés à la VAE. Et dans ces raisons, il y a notamment un cas de figure, c'est pour les programmes d'insertion. Et c'est vraiment l'idée qu'une entreprise peut accompagner des salariés qui sont en insertion à accéder à une qualification par le biais de la VAE. Donc c'est le deuxième niveau du projet. C'est celui un peu plus précis. Là, on va rentrer dans une cible un peu plus précise. Et en fait, il s'agit vraiment de proposer aux employeurs de l'ESS, aux structures employeuses de l'ESS, qui ont des salariés en insertion, un accompagnement. Donc, un accompagnement pour se professionnaliser sur l'accompagnement des salariés, leur accès à la qualification par le biais de la VAE. Donc, alors, quand on dit salariés en insertion, on peut préciser davantage. On va viser principalement les employeurs qui ont des contrats en adulte relais et les employeurs qui ont des contrats parcours emploi compétences, donc les PEC, donc plus communément appelés les contrats aidés. Alors, je ne vais pas présenter l'accompagnement en détail puisque Madame Locke va le faire dans une dernière partie du webinaire. Cet accompagnement va s'appuyer sur le DLA, qui est le dispositif local d'accompagnement.
Je vais peut-être vous expliquer, mais bon, c'est assez simple. Pourquoi on cible les employeurs qui ont des salariés en insertion? Effectivement, parce que ce sont des employeurs qui sont soumis à des obligations d'accompagnement dans l'emploi. Donc la contrepartie de ces contrats, c'est d'être en capacité de proposer aux bénéficiaires de ces contrats des actions d'orientation, de formation professionnelle et des mesures d'accompagnement professionnel. La finalité étant pour ces bénéficiaires de tendre vers une insertion durable sur le marché du travail. Alors, insertion qui soit dans les employeurs qui ont ces contrats, par la pérennisation de ces contrats, ou par la suite pour rebondir sur d'autres emplois sur le marché du travail. Et donc effectivement, il apparaît que la VAE est un des dispositifs activables pour outiller ces parcours, permettre aux personnes qui sont en poste, qui n'ont pas forcément les diplômes, d'avoir cette reconnaissance, d'accéder à la qualification par le biais de la VAE. Un constat, c'est qu'aujourd'hui, la VAE est sous-utilisée pour ces personnes-là. Alors notamment, car jusqu'à présent, c'est vrai que ces parcours restent quand même difficilement accessibles. Je relativise, pardon. Mais c'est vrai qu'on entend souvent que la VAE relève du parcours du combattant. C'est vrai que c'est pas toujours simple, mais voilà, c'est à relativiser. Et la réforme, justement, apporte quand même une réponse en termes de facilitation et de sécurisation des parcours pour les personnes. Et il y a également un autre frein qui est quand même bien identifié, c'est effectivement une difficulté, un manque de connaissances des employeurs et un besoin peut-être d'être un peu plus accompagné et professionnalisé autour de ce dispositif. Et donc, c'est vraiment la finalité de cette action et l'accompagnement qui vous sera proposé. Voilà. Je vais laisser la parole à Madame de Souter pour le co-uniformation et à Monsieur Julien pour le co-AFDAS, qui vont d'ailleurs vous présenter les chiffres et vous allez voir que c'est assez significatif et éloquent. Merci, Monsieur Bonnard, pour ces explications. Effectivement, nous avons aussi aujourd'hui l'OPCO Uniformation et l'OPCO AFDAS qui sont représentés et qui vont pouvoir vous faire une présentation sur l'état des lieux des pratiques employeurs dans leur champ, dans leur spectre d'activité vis-à-vis de la VAE. Donc, dans un premier temps, je passe la parole à Madame Desouter d'Uniformation. Oui, merci, bonjour à tous. Donc, Uniformation, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, c'est l'OPCO, l'opérateur de compétences de la cohésion sociale, avec 18 branches professionnelles dans ce domaine-là. Et on m'a demandé de faire un petit tour de piste de ce qui avait été effectivement financé par l'OPCO et développé par l'OPCO ces 3 dernières années. Donc, je vous donne quelques chiffres qui sont extrêmement intéressants, je trouve. Par rapport à ce qui a pu être fait ces 3 dernières années, en dehors des dispositifs qui existaient déjà, hein, puisque France VAE était déjà plus ou moins mis en place l'année dernière. Ça s'appelait REVA à l'époque. En dehors de ce qui peut être fait par Transition Pro pour notre secteur d'activité, puisqu'il y a aussi certainement des VAE qui ont pu être financés de ce côté-là en direct au niveau des salariés. Moi, mes chiffres concernent vraiment le niveau entreprise, c'est-à-dire des employeurs qui nous ont sollicités pour mettre en œuvre la VAE de leurs salariés, bien évidemment en collaboration avec eux, puisqu'une VAE, ça se fait forcément sur un aspect individuel. Il faut que la personne veuille y aller. Donc, sur 3 années, 487 salariés financés, ça veut dire même pas 200 par an. Quand j'entendais vos chiffres, Monsieur Bonnard, moi, ça m'interpelle. Ça voudrait dire qu'effectivement, à l'heure actuelle, si vous voulez multiplier par 3, il y aurait 30 000 VAE par an. A priori, ce n'est pas chez nous. Voilà. Ou alors, c'est financé par d'autres dispositifs. Voilà. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que dans nos branches professionnelles, tout à l'heure, je vous disais, il y en a 18. Finalement, là, on en voit peu qui se sont lancés, en tout cas qui ont réussi à lancer des VAE pour leurs salariés. C'est principalement le secteur de l'aide à domicile. Le secteur aussi de la petite enfance, à l'ISFA, c'est-à-dire les acteurs du lien social et familial. Et ensuite, quelques branches comme celle de l'animation, de la mutualité, des HLM ou du tourisme social et familial. Mais à 90%, ça concerne l'aide à domicile et les acteurs du lien social et familial. Et derrière ces acteurs-là, on peut peut-être passer sur le côté diplôme parce que ça sera parlant aussi. Les diplômes qui ont été visés le plus souvent dans l'aide à domicile, ça va être le diplôme d'État
assistant éducatif et social, le titre ADVF, assistant de vie aux familles. Ça, ce sont les 2 diplômes qui ressortent le plus sur le secteur de l'aide à domicile, alors que sur le secteur de la petite enfance, ça va être principalement le diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture. Là, on voit clairement qu'on est sur des diplômes de niveau CAP, niveau 5, ça c'est l'ancienne version, donc niveau 3 aujourd'hui. Donc on voit bien que si les employeurs n'avaient pas aidé leurs salariés à mettre en place, enfin à se lancer dans une VAE, bien souvent réalisée en collectif, peut-être que ça ne se serait pas fait. Donc il y a un enjeu aujourd'hui effectivement à informer, comme le disait M. Bonnard, à informer sur la VAE nouvelle version par France VAE qui est nettement simplifiée, effectivement, et qui, je l'espère, va permettre à ce type de salarié de pouvoir accéder aussi à un diplôme. Alors après, j'avais une autre slide, Mathilde. Voilà, c'est ça, voilà. Quelques chiffres aussi importants, mais finalement, ça reflète le secteur de l'économie sociale et solidaire, en tout cas de la cohésion sociale. Chez nous, en tout cas dans les entreprises que représente mon OPCO, c'est 70% de femmes. Mais pour autant, on a quand même 90% de femmes dans le cadre de ces dossiers VAE qui se sont lancées. Donc, ça a été extrêmement féminin chez nous, plutôt des CDI. Donc, on voit bien que là, l'employeur va jouer le jeu main dans la main avec le salarié quand il y a une continuité. Donc, les personnes qui sont en CDI. Et j'ai trouvé très, très peu de contrats PEC. Hein, dans les 487, il y en avait 12. Voilà. Et ces 12 étaient sur des métiers de la petite enfance. Donc, ils n'étaient pas dans le secteur de l'aide à domicile pour le coup, c'était dans le secteur de la petite enfance. Voilà. Donc, pourquoi ça a fonctionné au sein de l'OPCO sur ces 3 dernières années? Pourquoi ces chiffres sont plutôt dans le secteur de l'aide à domicile? Parce qu'en fait, il y avait un système de financement qui a permis de financer l'intégralité de la VAE, le coût de la formation, les rémunérations pendant le temps de l'accompagnement et les frais annexes. Voilà. Et aussi parce que ce sont les employeurs qui ont initié ces VAE. Donc, je suis vraiment plutôt du côté employeur. Je ne maîtrise pas les dossiers VAE qui auraient été montés directement par les salariés. Et du coup, maintenant, nous avons énormément de questions. Donc là, on doit avoir des employeurs dans cette visioconférence. Donc, nous avons énormément de questions, d'interpellations, surtout d'incompréhension. Puisqu'en fait, la plupart des employeurs ne sont pas informés, ne savent pas, ne sont pas au courant. Et c'est à nous, OPCO, ça fait partie de notre rôle. Hein, Cyril Julien en parlera tout à l'heure, mais ça fait partie de notre rôle, notre mission d'information qui continue, bien évidemment, sur cet aspect VAE, même s'il est géré par la plateforme France VAE, d'expliciter qu'aujourd'hui, il y a déjà plus de 200 diplômes qui sont accessibles via cette plateforme et qui, du coup, permettent à des individus d'être accompagnés gratuitement, entre guillemets, mais bien évidemment, ce sont des fonds qui sont gérés derrière par France Compétences et qui proviennent des employeurs. Mais du coup, effectivement, aujourd'hui, quand on passe par France Compétences, c'est facilité et c'est gratuit. Donc, les employeurs continuent de nous interpeller en nous disant, mais moi, je vais laisser du temps à mon salarié pour se lancer dans cette VAE. Comment est-ce que je finance les salaires? Comment est-ce que je finance éventuellement les frais de déplacement, les frais de repas pendant cet accompagnement? Alors, je crois que tous les OPCO ne réagissent pas de la même façon pour le moment. Sur les fonds conventionnels, par exemple, chez nous, les branches ne se sont pas encore positionnées. Par contre, on a eu une décision nationale qui est de dire que via le dispositif de la PROA, on pourra encore cofinancer du coup la plateforme France VAE, enfin l'employeur, je veux dire, pour ses salaires et ses frais annexes. Donc, il y a toujours cette possibilité, mais ça signifie dans ce cas-là que le diplôme est éligible à la PROA et qu'il y a un accord de branche. Donc, quand on prend les diplômes qu'on a vus tout à l'heure, on est bon, tout va bien. L'aide à domicile, titre ADVF ou assistant de titre ADVF ou accompagnateur éducatif et social ou encore auxiliaire de puériculture, on est sur des diplômes qui sont cofinançables par la PROA. Voilà. Mais ça, ce sont des choses qui vont se mettre en œuvre tout au long de l'année et sur lesquelles il va falloir qu'on trouve des systèmes peut-être plus facilitants. Voilà. Mais aujourd'hui, quand ça passe par un employeur, je pense qu'on sera encore sur deux niveaux de financement. Je laisse la parole à Cyril. Merci beaucoup. Merci Madame Deshouter. Et effectivement, on passe la parole à Monsieur Julien pour l'AFDAS.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, l'OPCO AFDAS, un OPCO qui regroupe 31 branches professionnelles, qui est connu historiquement par rapport à son action autour des activités du spectacle, mais qui est très élargi de par la dernière réforme de la formation en 2018 et qui couvre aujourd'hui tous les secteurs autour des loisirs, de la communication, du divertissement. Donc, ça va du sport en passant par les casinos, en passant par les espaces de loisirs. Le tourisme avec l'hôtellerie de plein air, les offices de tourisme, donc vraiment très très large au niveau de ces branches. Au niveau de la VAE, sur les 2 derniers exercices 2022-2023, 237 VAE de financés par l'AFDAS sur ces 2 derniers exercices. Alors nous sommes un OPCO qui a la spécificité d'accompagner à la fois des parcours de salariés à la demande des entreprises, mais qui a aussi une entrée directe via des comptes individuels, des particuliers, qui sont des professions qui ont potentiellement de multiples employeurs, les intermittents du spectacle, les artistes auteurs. Et on voit que donc on a accompagné 109 salariés sur la période 2022-2023 sur des parcours VAE, mais presque autant d'intermittents du spectacle sur des demandes individuelles et 40 artistes auteurs qui sont des artistes auteurs qui sont répartis sur 5 catégories d'auteurs. Ça va des auteurs de l'écrit, en passant par les auteurs en art graphique, les auteurs chorégraphes, les auteurs musiciens, les auteurs de l'image, les auteurs photographes. Les branches professionnelles de l'AFDAS les plus impactées, on peut revenir en arrière, Mathilde, s'il vous plaît, sont les branches du spectacle vivant et du sport. Car dans le sport aussi, on retrouve quelques projets VAE autour des diplômes qui sont exigés sur ces professions réglementées, que sont le BPGEPS, le DEGEPS. Un petit zoom sur la région PACA avec 20 VAE financés sur 2022-2023, avec une répartition qui est la suivante, 10 salariés, 7 intermittents du spectacle, 3 artistes auteurs. Donc en effet, on est quand même sur une volumétrie pas très très importante sur ce dispositif. On est conscient que l'accès n'est pas forcément très simple et surtout que c'est un investissement énorme au niveau de la personne qui se lance dans la VAE, parce que une VAE présentée simplement en disant ben, grâce aux acquis, vous allez avoir un diplôme, c'est pas aussi simple que ça. C'est en fait la rédaction d'un dossier VAE sur lequel on prend énormément de temps lorsqu'on est salarié. L'accompagnement est certes présent, mais l'accompagnement jusqu'ici, c'était une volumétrie de 24 heures d'accompagnement qui souvent débouche sur une centaine d'heures de rédaction de son dossier et de travail en dehors de ses heures de travail pour mener à bien son projet VAE. Donc, un investissement de la personne très, très important. Et donc, se lancer dans ce projet, on le voit, c'est soit des catégories professionnelles qui ont du temps, intermittents, auteurs, soit des catégories professionnelles de salariés où vous allez voir sur notre champ d'économie sociale et solidaire au niveau de l'AFDAS, c'est-à-dire des employeurs du spectacle, du sport ou des loisirs qui ont des emplois aidés, une volumétrie quasi nulle sur ces catégories de personnel, car plutôt des cadres ou des agents de maîtrise qui se lancent dans ces projets parce qu'ils ont la capacité, on va dire, hein, de se lancer dans un tel projet pour monter leur dossier VAE. Sur les diplômes, à la slide suivante, on a repéré donc avant tout les diplômes en effet qui permettent notamment aux intermittents du spectacle d'aller compléter leur activité artistique par des activités d'enseignement. Donc, beaucoup de demandes autour des diplômes d'État, les DE de théâtre, de musique, de cirque, de danse, pour devenir professeur et compléter son activité d'artiste avec une activité de professorat. Sur la branche du sport, en effet, tout ce qui est BPGEPS, DEGEPS et puis les cursus en STAPS. Et puis, sur une branche un peu plus marginale, autour de l'audiovisuel, un parcours VAE qui ressort, celui de l'auteur-réalisateur de documentaires,
car c'est une activité où on peut assez facilement ensuite monter sa propre entreprise et produire des objets audiovisuels avec des budgets qui ne sont pas de l'ordre de la fiction ou de projets audiovisuels plus importants. Donc là, pareil, une réorientation de carrière qui est faite par le biais de la VAE sur ce type de parcours et de diplôme. Sur la promotion de la VAE, en effet, c'est une des missions de l'OPCO. Nous, côté OPCO, nous promotionnons ce dispositif lorsqu'on intervient dans quasiment toutes nos interventions pour tous nos publics du côté de l'AFDAS, que ce soit les publics particuliers comme les publics entreprises, pour informer à la fois du côté entreprise cette possibilité de déclencher de la VAE. On continue aussi à cofinancer et à surfinancer de la VAE grâce à un dispositif de financement d'État qui est le FNE, auquel toutes les VAE sont accessibles aujourd'hui encore. Et donc, on a eu, post-crise sanitaire, des parcours de reconversion initiés via la VAE qui ont été cofinancés par ce biais-là. Comme je le disais, pas de demande à destination des contrats PEC ou adultes relais sur des parcours VAE. Visiblement, on est sur une difficulté de pénétration par rapport à ce public de ce dispositif, car jugé peut-être un peu lourd pour être mis en place et puis aussi lourd à assumer pour ce public en termes d'investissement de travail. On a des accès dédiés sur notre site, que ce soit pour les entreprises comme pour les particuliers par rapport au dispositif VAE. On est aussi très en imbriquement par rapport à la VAE sur tout ce qui peut être de l'ordre de la reconversion lorsque on est sur des champs que sont le conseil en évolution professionnelle, l'orientation de dossiers vers transition pro, où on informe en effet de la possibilité à la fois d'être conseillé par rapport à un projet VAE et puis aussi sur l'éligibilité d'une VAE dans le cadre d'un projet de reconversion en direct vers Transition Pro PACA, qui est donc l'organisme qui prend en charge les projets de virage professionnel vraiment un peu plus lourd que ce qui peut être mis en place dans le cadre d'une PROA, et surtout pas de restriction, comme on le voit dans la PROA, de formation éligible à la PROA par accord de branche. Voilà concernant l'AFDAS par rapport à ce panorama autour de la VAE et de notre rôle pour informer sur ce dispositif et l'imbriquer aux autres dispositifs, souvent parce que la VAE est souvent un dispositif à cheval sur différents acteurs de la formation professionnelle. J'ai mis quelques liens dans la présentation, évidemment, qui vous sera envoyé à l'issue de ce webinaire. Donc, vous aurez tous les éléments et toute la ressource qui vous est présentée. Merci beaucoup, monsieur Julien. Du coup, pour terminer ce webinaire et aller un petit peu plus dans le côté pratique, je vais vous présenter très rapidement le dispositif local d'accompagnement, donc sur lequel on a décidé d'utiliser cet outil d'accompagnement justement pour professionnaliser et accompagner les employeurs dans la mise en place de la VAE. Donc, je vais vous le présenter rapidement pour qu'on puisse avoir un petit temps de questions-réponses et rester dans le timing initial. Donc, sur le dispositif local d'accompagnement, ce dispositif, comment il s'articule? Il s'articule en 5 étapes et ces 5 étapes permettent vraiment de fournir un accompagnement adapté et individualisé à destination des structures qui le sollicitent. Donc, on a une première phase d'accueil où la structure qui a un besoin, et là, en l'occurrence, c'est la structure qui aura envie de se professionnaliser et de monter en compétence sur comment accompagner les salariés adultes relais et PEC dans la VAE. Donc, la structure qui le souhaite va contacter le DLA pour déterminer quels sont les enjeux, les premiers freins qui sont identifiés, les besoins.
Ensuite, une fois que la pertinence du DLA a été validée, la structure se lance dans le processus. Et une étape très importante et qui est vraiment une valeur ajoutée de ce dispositif et un moyen qui vous aidera à lever les freins justement pour pouvoir engager vos salariés vers la VAE, c'est la phase de diagnostic partagé. C'est-à-dire que le chargé de mission de DLA va venir dans votre structure pour pouvoir faire un diagnostic de vos pratiques, de vos besoins, des freins qui sont identifiés. Et c'est un diagnostic partagé qui sera validé avec vous. Et ensuite, une fois que tous ces diagnostics seront faits, l'idée, c'est vraiment de vous proposer un accompagnement de 4 jours, soit en format collectif, donc avec d'autres structures, soit en format individuel, donc un accompagnement vraiment personnalisé. Vous proposez un accompagnement adapté par rapport aux besoins qui auront été analysés pendant cette phase de diagnostic. Ensuite, il y a l'accompagnement qui se met en œuvre. Donc, on est sur une durée de 4 jours. Généralement, la totalité de l'accompagnement prend 2 mois, c'est-à-dire qu'on est sur des demi-journées ou des journées non consécutives, ce qui permet aussi de pouvoir faire des allers-retours entre ces temps d'accompagnement et ces temps quotidiens au sein de la structure pour vraiment mettre en place tous les nouveaux process qui seront vus lors de l'accompagnement. Et ensuite, quand l'accompagnement se termine, on fait un suivi post-accompagnement à 6 mois ou 1 an après la fin de l'accompagnement pour voir justement comment ces nouvelles pratiques se sont mises en place dans la structure. Donc là, si on se rapproche plus concrètement sur ce projet et cette expérimentation DLA par rapport à la VAE, donc là, on est dans la première phase d'information et de recensement des besoins. Aujourd'hui, c'est du coup le premier webinaire régional où on a pu vous présenter le dispositif VAE, les enjeux de la réforme. On a aussi commencé à identifier, notamment grâce à l'intervention des OPCO, certaines difficultés, en tout cas un état de fait comme quoi la VAE est aujourd'hui un dispositif qui n'est pas forcément très mobilisé de la part des employeurs adultes relais et PEC. Et du coup, vraiment, l'enjeu, c'est de pouvoir recenser les besoins territoriaux pour ensuite proposer des plans d'accompagnement adaptés. Donc là, on a ce webinaire régional aujourd'hui et ensuite, dans un second temps, on va vraiment venir à la rencontre des employeurs sur les territoires en organisant des réunions territoriales sur chaque département, et ce qui nous permettra vraiment de recenser aussi vos besoins en matière d'accompagnement en la matière. Ensuite, une fois que vous vous lancez en tant qu'employeur dans ce processus d'accompagnement de DLA, donc on va faire des diagnostics individuels pour toutes les structures qui souhaitent se positionner sur l'accompagnement DLA-VAE, ce qui permettra du coup de vous positionner sur des accompagnements spécifiques qui répondront vraiment à vos enjeux, aux enjeux de votre secteur d'activité, de la taille de votre structure, de votre implantation territoriale. Ce sera vraiment des éléments qui seront pris en compte, donc des plans d'accompagnement qui seront adaptés. Et en termes de format, on pourra vous proposer soit de vous positionner sur des accompagnements collectifs, c'est-à-dire que vous serez en accompagnement avec d'autres structures qui ont identifié et qui ont les mêmes besoins, les mêmes freins ou la même territorialité que vous. Ou alors, si vous êtes, par exemple, une structure d'une grande ampleur avec un projet de lancer des VAE pour une grande partie de vos salariés, on pourra éventuellement envisager des accompagnements de DLA individuels. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est sur une phase et une année d'expérimentation en la matière. Du coup, il y aura tout un volet en fin d'année de valorisation avec une volonté de pouvoir essaimer ces pratiques plus largement aux employeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc forcément, une fois que ces accompagnements auront été effectués, il y aura un suivi, il y aura une évaluation de comment ces accompagnements ont permis de faire évoluer vos pratiques en interne. Et aussi, on pourra solliciter les employeurs volontaires qui auront fait des accompagnements pour rédiger un guide de bonnes pratiques en la matière avec vraiment cette logique d'essaimage et de pouvoir travailler plus globalement avec les employeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà rapidement pour les étapes un peu plus pratiques par rapport au DLA. Dans tous les cas, suite à cette réunion, vous recevrez le support,
le replay de ce webinaire et du coup, on vous lancera un premier recensement de besoins pour savoir si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations et pour se lancer dans ces processus d'accompagnement de DLA. Aussi, en parallèle, comme je vous l'ai dit, on va organiser des réunions d'information territoriale, donc pour aussi toucher les personnes qui n'auraient pas pu participer au webinaire aujourd'hui, mais aussi vous, si vous avez participé aujourd'hui, ça peut être un moyen aussi d'être en contact plus direct, parce que ce sera des réunions en présentiel avec les intervenants, et on utilisera aussi vraiment ces réunions d'information territoriale pour commencer à recenser vos besoins et les freins que vous avez identifiés aujourd'hui à la mise en place de la VAE dans vos structures. Du coup, on arrive à la partie questions-réponses. Donc, il y a déjà une partie des questions auxquelles on a pu répondre tout à l'heure après l'intervention de M. Abidi. Et aussi, les intervenants ont pu répondre à quelques questions dans le chat. Donc, je vais moi, poser les questions auxquelles on n'a pas pu encore répondre dans ce webinaire. Une des dernières questions était de savoir si l'employeur doit libérer le salarié pour préparer sa VAE et est-ce que la VAE est faite pendant le temps de travail du salarié et donc à la charge de l'employeur. Peut-être, Monsieur Abidi, vous souhaitez répondre sur cette question? Mathilde, en fait, vient d'ajouter quelque chose. Alors, peut-être que ça a été évoqué, mais par précaution, je l'ai indiqué. Le congé VAE de 24 heures est passé à 48 heures. Quant au délai, j'allais dire, de déclenchement et de demande de la VAE à l'employeur et les délais de réponse, etc., ils ont été revus à la baisse. Donc, je vous ai mis tous les éléments des décrets qui sont dans le fil de la conversation. Et l'idée, en fait, c'est de davantage mobiliser le congé VAE pour les salariés et pour obtenir, j'allais dire, l'absence pour faire les démarches, que ce soit de préparation ou de la VAE ou de présentation à l'examen. C'est une des réponses, notamment pour les salariés. Merci. Il y avait une autre question très spécifique pour savoir s'il était possible de passer et d'obtenir le diplôme encadrant technique en VAE. Dans le cadre de la VAE on va dire traditionnelle, l'encadrant technique, le TP, en fait, il n'est pas encore embarqué, celui-là, dans France VAE. Il le sera certainement bientôt, mais je ne sais pas à quelle date. Mais aujourd'hui, si on veut accéder aux certifications hors certifications qui sont embarquées dans France VAE, on est encore sur une démarche traditionnelle, j'allais dire le CERFA, les justificatifs et puis l'envoi du dossier de demande de VAE au certificateur concerné. Donc, en l'occurrence, pour encadrant technique d'insertion, il s'agit des DETS, du lieu de résidence du candidat. Une autre question, comment une structure qui n'a jamais effectué de VAE peut obtenir la certification Calliope pour dispenser ses accompagnements? Donc là, je pense qu'on parle plus des architectes accompagnateurs de parcours. Là, ouais, là, il y a un référentiel, qualité. Je vous invite, il est accessible sur le site du ministère du Travail et qui indique toutes les exigences par rapport à la certification Calliope. Ouais. Et voilà, ce n'est pas une petite démarche. Mais je vous renvoie plutôt au référentiel de certification Calliope qui est accessible. Vous y trouverez aussi un mode opératoire qui vous explique comment entrer dans la démarche Calliope. Merci. Et ensuite, je fais la revue des questions qui ont été posées. Elles ont toutes eu des réponses soit à l'oral, soit par écrit. Et aussi, on compilera les questions-réponses de ce webinaire pour vous les transmettre avec le support de présentation. Comme ça, chacun aura tous les éléments de détail. Donc, je vois qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Donc, je vous... Ah, si, une dernière. Non, une dernière, oui. Simplement pour préciser, à l'ensemble des employeurs, effectivement, on a une action qui cible vraiment plutôt les employeurs qui ont des salariés en insertion, contrat adulte relais et contrat aidé. Mais voilà,
on ne voudrait pas passer à côté d'employeurs qui seraient intéressés pour développer de la VAE. Donc, effectivement, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de la CRES. Peut-être que vous ne rentrerez pas dans cet accompagnement spécifique, mais au moins on pourrait vous identifier, éventuellement faire le lien avec des partenaires comme les OPCO ou d'autres partenaires susceptibles de vous accompagner. Et après, effectivement, on peut imaginer qu'on vous fasse bénéficier quand même de cet accompagnement. Donc voilà. Peut-être le message à faire passer, c'est levez la main et faites-vous connaître si vous êtes intéressé pour développer la VAE dans votre entreprise ou association. Tout à fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vous transmettra un questionnaire de recensement de besoins. Et effectivement, même si vous n'êtes pas employeur adulte relais ou contrat PEC, n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire. On prendra en compte vos retours. Et j'ai du coup 2 petites questions qui viennent d'arriver dans le chat. La première, est-ce qu'il y a une VAE certifiante direction artistique? Alors, pas à ma connaissance. Il faudrait se rapprocher des diplômes de l'éducation nationale, il me semble. Mais en tout cas, dans le cadre de France VAE, pour le moment, elle n'est pas encore embarquée. Ouais, et le mieux peut-être que, alors elle n'est pas embarquée, mais c'est d'aller voir le RNCP, le Répertoire national des certifications professionnelles, et d'utiliser ces mots-clés. Et effectivement, là, s'il y a un diplôme ou une certification professionnelle, elle sera affichée et vous aurez aussi le bon certificateur. Et pour répondre à la deuxième question, existe-t-il une VAE pour le CIP? Donc, c'est le conseiller d'insertion professionnelle. Oui, tout à fait. Il y a un titre professionnel et il fait partie des titres professionnels qui ont été identifiés dans le cadre de la réforme et qui sont actuellement sur le portail France VAE et qui sont accompagnés en région PACA, sans aucun problème. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à revenir vers nous. Effectivement, peut-être sur ces questions liées à des certifications ou à des diplômes spécifiques, peut-être rappeler la temporalité aussi de la réforme, comme vous l'avez dit, Monsieur Abidi, tout à l'heure. À ce stade, toutes les certifications ne sont pas référencées dans France VAE, mais c'est quelque chose qui va évoluer. Oui, exactement. Je vous invite juste pour connaître en fait les diplômes qui sont accessibles dans France VAE, allez sur le site, il y a la liste qui est à disposition. Merci beaucoup, merci à tous. On arrive à la fin de ce webinaire. Un grand merci à tous les intervenants et à toutes les parties prenantes de ce projet donc, qui est porté par la DRETS Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à tous les participants et encore désolé pour les problèmes techniques du webinaire que nous avons rencontrés en début, mais on a réussi à s'en sortir. Donc, merci à votre participation et en espérant que ce projet ait trouvé un écho et un intérêt auprès de vous. Et si vous avez besoin de plus d'informations, plus de questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et dans tous les cas, on vous envoie toutes les informations et ce questionnaire de recensement de besoins. Merci à tous et bonne fin d'après-midi. Au revoir, merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir.